Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de Vigo TV. Nous espérons que vous avez passé un bel été. Je suis Aline Frasier, je suis rhumatologue à l'hôpital Lariboisière et je suis contente de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Comme d'habitude, vous nous avez envoyé des questions sur une thématique qu'on vous propose. Vous pourrez aussi tout au long de l'émission nous envoyer toutes vos questions en direct et je les récupérerai sur cette petite application et on pourra les poser à notre expert. Et tout de suite, je passe la parole à mon acolyte Clémence. Bonjour, je suis Clémence de Maison, coordinatrice des programmes d'éducation thérapeutique en rhumatologie, entre autres. Et j'ai bien reçu toutes vos questions, donc merci beaucoup. Des questions donc, sur la goutte, sur l'acide urique, les crises, les traitements, l'alimentation, les tophus. Et puis d'autres questions sur le lien ou non avec d'autres pathologies, avec d'autres traitements que ceux pour la goutte. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Voilà, et pour répondre à toutes vos questions et puis nous donner un petit peu de connaissances sur la goutte, parce que tu connais très bien cette maladie, on a la chance d'être accompagné par le professeur Pascal Richette, qui est aussi notre chef de service du service de Lariboisière et qui est aussi une des personnes qui a permis que Vigo TV existe. Parce que quand on a eu cette idée, vous vous rappelez peut-être, en avril 2020, dans une période un peu perturbée, eh bien, c'est toi qui nous as donné le feu vert pour lancer cette initiative et créer ce lien avec les patients du service de rhumatologie. Et voilà, aujourd'hui, le dispositif a un peu évolué et on vous est avez super réussi. contents. 400e abonné aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Abonné aujourd'hui à la chaîne YouTube. Donc on est super et on espère qu'on vous rend service tout simplement. Donc merci. Merci Aline, merci Clémence, le succès ne tient qu'à vous. Eh bien écoute, on va commencer tout de suite. Donc à parler de cette maladie, la goutte, qui est quand même un gros centre d'intérêt de la rhumato, en particulier de notre service qui s'y intéresse de longue date. Oui. Et la première question que je voulais te poser, Pascal, c'est quand tu rencontres en consultation un patient, une patiente à qui le diagnostic de goutte est posé, qu'est-ce que tu lui expliques par rapport à cette maladie? Alors, en pratique, je le pense très fort, je ne le dis pas toujours, mais je pense que le patient a finalement de la chance dans le malheur d'avoir la maladie. Petit malheur, parce que c'est quasiment une des seules maladies qu'on peut traiter définitivement en rhumatologie. Il y a beaucoup de maladies en rhumatologie, les arthroses, etc., pour lesquelles, au mieux, les gens vont mieux, mais ils ne vont pas toujours très bien. Alors que la goutte, c'est pour ça que je dis, quelque part, c'est une chance. C'est vraiment une maladie pour laquelle l'objectif dans le service et partout ailleurs, c'est la guérison. Et alors quand je dis guérison, c'est la guérison sous traitement, mais ça veut dire que ces horribles douleurs dont se plaignent les patients, ces arthrites qui caractérisent si bien la maladie, cèdent après à peu près 1 an de traitement bien conduit. Je vais rentrer dans le détail après. Et puis au bout de quelques années, on a éliminé le coupable, c'est-à-dire les cristaux, et les patients n'ont plus jamais de crise. Et ça, c'est un truc qui est très important. Pourquoi? Parce que, sans effrayer, on sait maintenant que les crises sont associées à un petit risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral. Donc, le message, c'est 1, jamais négliger cette maladie, bien suivre les patients, et on a tous les moyens pour traiter la maladie. Alors, en 2-3 mots, comment ça marche? Chez un patient donné, l'uricémie va s'élever dans le sang. Voilà, c'est ce qu'on dose, l'acide urique. Et en fait, cette affaire débute très tôt, sans doute, à l'adolescence. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent faire monter l'uricémie, mais un des composants les plus importants, c'est l'hérédité. C'est comme ça, on est fabriqué comme ça. Alors, ce n'est pas parce que le papa ou la maman ont la goutte qu'on va faire la goutte, mais c'est ce qu'on appelle des facteurs de risque génétiques. Et sur cette prédisposition-là, à avoir l'uricémie qui monte un peu, parce qu'en fait, le rein, chez les patients qui sont prédisposés, il n'est pas capable d'envoyer dans les urines l'acide urique qui est filtré. Tous les reins filtrent l'acide urique. Et au lieu d'envoyer 10% de l'acide urique filtré dans les urines, il va en envoyer que 4 à 5%. Donc ça participe à l'élévation. Et puis à ça, on rajoute des facteurs qu'on appelle des facteurs environnementaux. Alors ça peut être l'alimentation, mais il faut dédramatiser, on en parlera sans doute. L'alimentation, elle joue un rôle, mais qui n'est pas si grand que ça, en fait, dans l'élévation de l'uricémie. Et puis il y a d'autres éléments. Il y a le rein qui ne marche pas bien, donc l'insuffisance rénale. Il y a des médicaments, les diurétiques qui sont donnés quand on a des problèmes au cœur, il y a le surpoids, et puis il y a d'autres petites choses qui font que tout ça va concourir à monter l'uricémie. Et bien, figurez-vous que quand l'uricémie excède une certaine concentration, on va retenir un chiffre uniquement de 6 mg par décilitre,
ou 360 micromolaires. Et ça, les patients, c'est vraiment, vous devez absolument mémoriser ce chiffre-là. Au-delà de ce chiffre, l'acide urique précipite sous forme de cristal. Et donc ça va précipiter partout et surtout dans les articulations. Et bien figurez-vous que ce cristal, c'est comme une écharde, voilà, quand on se pique avec. Un jour, c'est reconnu comme un corps étranger. Et puis en quelques minutes, ça va conduire à des taux de molécules très inflammatoires dans l'articulation. Et c'est comme ça que vous, que les patients, voilà, ont cette expérience terrible de la première crise de goutte. Alors ça se fait dans les pieds, souvent au début. Pourquoi? Parce que c'est là, sans rentrer dans le détail, où la cristallisation se fait le plus vite. Parce qu'il y a plus d'arthrose, il fait plus froid, puis il y a plus de traumatisme. Et donc cette première arthrite, elle est terrible quand on en parle avec les patients. Ouais. Elle est terrible, mais la chance, entre guillemets, c'est qu'elle ne va pas durer comme dans une polyarthrite rhumatoïde ou dans d'autres rhumatismes inflammatoires. Elle est auto-limitée. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, ça va durer 2 semaines à peu près, 10 jours, ouais, 10-15 jours. Et puis heureusement, on a plein de traitements pour la traiter. Donc on reviendra sur les traitements de ça. Mais ça doit dire, il faut traiter en fait l'agent causal, le cristal, qui a été généré par l'élévation de l'uricémie. Et c'est la raison pour laquelle la Société française de rhumatologie, et puis d'autres maintenant, disent il faut traiter la crise, bien sûr, mais le plus important du plus important, c'est pas de traiter la crise, c'est de traiter l'élévation de l'uricémie. Et on doit discuter avec vous, les patients, et puis les médecins qui s'occupent de la maladie, du traitement au premier accès de l'hyperuricémie. Ça, c'est vraiment un message qui est hyper important. Et l'autre message qui est hyper important, c'est que les patients, vous devez connaître votre maladie mieux que nous, vraiment, mieux que les médecins généralistes. Et pour ça, ben vous avez la chance d'avoir voilà, Aline et Clémence qui vous font de l'éducation. Et croyez-moi, dans plein de maladies, le diabète, mais la goutte aussi, être acteur de sa maladie, bien connaître sa maladie, savoir quoi faire quand on a l'élévation de l'uricémie, la crise de goutte, c'est vraiment la clé du succès, la clé de la guérison de la maladie. Donc, en quelques mots, l'uricémie s'élève, on recherche nous les facteurs qui ont fait que l'uricémie s'est élevée. On traite l'inflammation, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'abaisser l'uricémie. On a tous les médicaments pour ça, qui ne coûtent pas cher, qui globalement sont très bien tolérés. On prend le médicament pendant très longtemps, et puis alors, peut-être qu'il y aura des questions sur ça, mais on peut suivre, ayez ça à l'esprit, on va suivre la dissolution des cristaux, donc de vos cristaux, avec des outils d'imagerie qu'on appelle l'échographie ou du scanner de l'énergie. On peut vous montrer la dissolution des cristaux. Et ça, pour vous, c'est un truc extraordinaire parce que vous voyez cette affaire qui vous a causé tant de misère disparaître tout doucement avec les traitements. Ça augmente l'adhérence, ça vous motive pour continuer le traitement. Vous avez les séances d'éducation thérapeutique et vous êtes guéri définitivement. Et en gros, nous, ce qu'on voit, c'est qu'au bout d'un an et demi, alors même qu'il reste encore des cristaux, vous ne ferez plus de crise. Donc prenez votre traitement à vie, puis venez en consultation très régulièrement, et puis c'est ensemble qu'on vous amène à la guérison. Donc le message, c'est qu'il ne faut pas attendre 2 crises, 3 crises, 4 crises, parce qu'après la maladie, elle devient vraiment difficile à contrôler. C'est associé à des problèmes cardiovasculaires, c'est associé à un rein qui ne marche pas bien. Voilà, quand le rein se met à marcher pas bien du tout pour différentes raisons et que vous avez la goutte, c'est compliqué. Donc plus on la traite tôt, plus c'est simple à traiter, et puis plus on vous amène vers la guérison. Alors justement, là, on a reçu une question pendant que tu commençais, c'est est-ce que c'est possible de ne faire qu'une seule crise dans sa vie? Alors la réponse est oui, mais c'est rare. Et c'est surtout, ayez à l'esprit le fait que ce n'est pas parce que vous faites qu'une crise qu'il n'y a pas de cristal. Et du cristal, il y en a partout, même quand on ne fait qu'une crise. Et je ne peux pas vous le dire parce que ce n'est pas démontré de manière formelle, mais intuitivement, beaucoup de collègues, experts entre guillemets dans la maladie, pensent que c'est des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc en fait, c'est l'image de l'iceberg. D'accord ? La crise, c'est la partie qui est émergée, d'accord ? Et ce qui est en dessous, ça fait sans doute le lit de facteurs de risque cardiovasculaire, parce que quand on regarde, même quand on n'a pas de crise, vous savez, les protéines de l'inflammation, la CRP, que vous connaissez sans doute, eh ben, elle est plus élevée chez les patients qui ont des cristaux que chez les patients qui n'en ont pas. Et la CRP élevée, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que ce qu'on fait de mieux en médecine, c'est la prévention primaire. C'est agir avant que la maladie n'apparaisse. C'est la raison pour laquelle les recommandations de la Société française de rhumato sont de dire une crise, on discute avec le patient, on discute, on ne vous impose pas, nous on vous propose des traitements, mais on discute le début du traitement hypouricémiant, et sans doute que ça a des vertus cardiovasculaires. Ok. Eh ben, merci déjà pour tout ce message. Donc vous avez compris.
La crise, finalement, ce n'est que la partie visible de la maladie, mais cette maladie, elle est surtout liée à cet excès d'acide urique. Et nous, notre traitement, il va surtout s'attacher à agir sur cette cause en amont de la problématique pour empêcher les événements de crise qui sont ceux qui vous compliquent la vie quand vous êtes atteint par la goutte. Absolument, oui. Voilà. Et ce traitement, il va se prendre au long cours pendant une longue durée et on va pouvoir y revenir un petit peu. Voilà, alors la question c'est est-ce qu'il faut le prendre à vie? Parce que évidemment, quand on vous dit il faut prendre un médicament à vie, c'est compliqué. Et on a tous fait l'expérience d'avoir été un peu malade. Dès que ça va mieux, on arrête le traitement. Et le problème dans la goutte, c'est que ça va vite mieux en fait. Parce que des crises, on n'en fait pas tout le temps. Et puis la récidive des crises, elle n'est pas si fréquente que ça. Donc je pense que voilà, quand on a une maladie comme la goutte, on a souvent le diabète, on a souvent le cœur qui ne va pas bien, le rein qui ne va pas bien, on peut être tenté d'arrêter. Bon, c'est une erreur. Mais cela étant, il va y avoir des études, et puis on vous invite même à les partager avec nous, qui vont regarder si on peut quand même, chez des patients qui n'ont plus de cristal, c'est-à-dire qu'on a mis le traitement, on a enlevé tous les cristaux, il n'y a plus de crise, qu'est-ce qui se passe quand on arrête le traitement? On sait que quand on arrête le traitement, l'uricémie, elle va remonter, parce que voilà, on est prédisposé à ça. Mais si on suit ces patients-là avec des échographies répétées pour suivre la réapparition des dépôts, on a peut-être là une stratégie malin qui consisterait à dire, bon, on va vous soulager un peu, on va arrêter le traitement hypouricémiant, donc vous savez que c'est l'allopurinol, on a le droit de dire les noms des médicaments, allopurinol ou febuxostat, et puis on va vous suivre en échographie. Et dès qu'on voit les dépôts revenir, donc ils vont revenir avant de refaire des crises, on va réinstaurer le traitement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu de stratégie thérapeutique, qui peut permettre d'alléger un peu, parce que prendre un comprimé en plus ou deux comprimés en plus, bon voilà, c'est toujours ça à éviter quand on peut. Et avec cette stratégie-là, on espère pouvoir démontrer qu'on est capable d'alléger un petit peu les traitements des patients goûteux. Donc parce que c'est vrai que c'est quand même une maladie qui commence souvent dans la deuxième partie de la vie, on va dire. Et donc on peut imaginer que la durée d'accumulation, enfin de vie avec l'excès d'acide urique jusqu'au moment des premières crises, c'est assez long. C'est très long. Ce qu'on sait, c'est que, pour vous donner un chiffre, les premières crises s'installent vers 30-40 ans et l'hyperuricémie, elle est sans doute là depuis une vingtaine d'années avant que les premières crises apparaissent. Et après, la cristallisation va vite. La vitesse avec laquelle on va être capable d'enlever les cristaux va dépendre de l'importance de la diminution de l'uricémie qu'on aura faite avec les traitements. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut quand même diminuer l'uricémie. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le chiffre à retenir, c'est 360. Parce que quand on va mettre l'uricémie en dessous de 360 micromolaires, on va dissoudre tous les cristaux. Mais on recommande quand même d'aller un petit peu plus bas en dessous de 300 parce que ça accélère la dissolution des dépôts. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres. Vraiment, les patients, il faut absolument les connaître mieux que nous, mieux que le généraliste. Vous devez regarder sur vos résultats de prise de sang si vous êtes ce qu'on appelle à la cible. Est-ce que votre uricémie, elle est bien en dessous de 300, 360? Si oui, vous êtes fier de vous, c'est bien et vous savez que vous allez guérir. Voilà, ça c'est le grand message de ce soir. Vérifiez votre uricémie. Alors dans le service, on vous en parlera, mais on va faire des choses un peu innovantes. On fera des uricémies au doigt. Justement, je crois qu'il y avait une question. Voilà. Une petite question. Voilà, on va faire des uricémies au doigt, on va acheter le matériel, ça sera plus simple pour vous. Ou vous faites la traditionnelle prise de sang, mais vous devez être capable de dire si vous êtes bien traité ou pas. Et puis, le cas échéant, dire à votre rhumatologue ou à votre généraliste, je ne suis pas bien traité, mon uricémie, elle n'est pas à la cible. Et après, on voit comment on fait pour ajuster et puis vous aider à guérir. Et alors du coup, parfois, on a des patients qui nous disent je diminue mon acide urique, mais je fais une crise. Alors pourquoi? On me dit si c'est trop, je fais une crise, mais là je diminue, j'en fais. Voilà, c'est pas facile à comprendre, mais je vais essayer de vous l'expliquer. En fait, ce qui se passe, c'est que, je vous le dis les yeux, dans 100% des cas, en abaissant l'uricémie, vous ferez plus de crise, mais après 1 an, 2 ans. Quand on va diminuer en fait l'uricémie, on va mobiliser les cristaux qui sont dans une petite structure qu'on appelle un tophus, qui est tout petit dans l'articulation. Et en fait, ce tophus, il est entouré d'ADN, des cellules, des globules blancs qu'on appelle les neutrophiles, et tout ça maintient tout le monde immobile et caché dans une grotte. Et quand on va dissoudre les cristaux en abaissant l'uricémie, en fait, on va bouger un petit peu cette grotte et ça va faire sortir des protéines de l'inflammation qui, juste là, étaient maintenues immobilisées. Et en fait, c'est là où on vous expose à un petit risque de crise de goutte. C'est pour ça que l'éducation, je reviens vers Aline et Clémence, elle est vraiment primordiale parce qu'on vous expose à ce risque de crise de goutte. Donc, on va vous donner un traitement prophylactique pour diminuer ce risque. Mais il n'est jamais de 100%. Et donc, on va vous éduquer en vous disant, si jamais vous sentez la crise venir, parce que vous la sentez venir,
vous n'arrêtez surtout pas le traitement hyporicémiant, vous n'arrêtez surtout pas l'allopurinol et vous traitez le plus vite possible la crise de goutte. Mais rassurez-vous, ça concerne que 10 à 20% des patients chez lesquels on débute le traitement. On diminue vraiment énormément ce risque en mettant de la colchicine, une petite dose de colchicine. On diminue ce risque surtout en débutant le traitement tout doucement, c'est-à-dire qu'on doit faire une titration. C'est-à-dire qu'on doit débuter avec de toutes petites doses d'allopurinol, toutes petites doses d'effébuxostat. Et quand on fait ça, le risque de faire une crise, il est inférieur à 0,5, voilà, à peu près sur une période de 6 mois. Donc à l'échelon individuel, c'est très faible. Et puis, j'insiste sur le fait que la colchicine à petite dose, elle est très bonne pour le cœur et pour les artères. Il y a plein de papiers, d'études qui ont dit la colchicine à petite dose, ça diminue le risque de faire l'infarctus, ça diminue le risque de faire l'accident vasculaire cérébral. C'est la raison pour laquelle on doit vous la proposer, normalement, pendant les 6 premiers mois d'instauration du traitement. C'est ce qu'on appelle le traitement prophylactique. Associé à l'allopurinol ou le Associé, voilà, au début du traitement par allopurinol. La phase d'équilibre, en fait, du taux d'acide urique. Et le message qu'on doit vous donner, tous les 3 ce soir, c'est que si on vous prescrit le traitement par allopurinol ou febuxostat, assurez-vous qu'on débute par de petites doses. D'accord ? On ne débute jamais avec des grosses doses, 300 mg d'allopurinol ou 80 mg de febuxostat, c'est énorme. Y aller doucement mais sûrement pour justement limiter au maximum les crises. Exactement, c'est ce qu'on appelle faire la titration. Voilà. Et faisant ça, normalement, ça se passe très bien. C'est ça. Parce que c'est vrai que sinon, les crises induites au début du traitement, si on commence d'un coup à forte dose, sans prévention, sans être averti, c'est contre-productif parce qu'on a l'impression que le traitement a l'effet inverse de les faire chercher. Voilà, c'est pour ça que c'est très perturbant pour les patients parce qu'on déclenche ce pourquoi on initie un traitement qui doit les guérir. Donc vous nous dites, oh là là, c'est incompréhensible. Mais vous devez savoir que depuis 10 ans, il y a eu tellement de recherches dans la goutte que maintenant, on a complètement changé la façon d'introduire les traitements, etc. Bon bref, on fait beaucoup mieux qu'avant. Ouais. On fait beaucoup mieux qu'avant. On a tiré des leçons des erreurs du passé. Il y a plein de choses sur les nouveaux traitements, la façon de manier les traitements, l'éducation. Tout l'accompagnement autour Donc, de la maladie, des crises. Voilà, donc en 2023, les goutteux, dans le malheur d'avoir la goutte, ils arrivent à une bonne période pour la prise en charge de leur maladie. C'est clair. On va enchaîner avec les questions. Du coup, j'ai quelques questions où on a déjà vu un petit peu les réponses, mais c'est pas mal de se refaire un petit rappel. Donc, goutte et acide urique semblent étroitement liés, confirmez-vous. Et à partir de quel taux faut-il s'inquiéter? Donc là, tout sans cœur. Voilà, on redit, il n'y a pas de goutte sans élévation de l'uricémie. Voilà. Donc quand vous avez la goutte, la première question c'est pourquoi chez moi l'uricémie s'est élevée. Donc quand on pose la question est-ce que dans la famille il y a la goutte? Dans 4 cas sur 10, on entend oui. Donc c'est l'hérédité dont je parlais tout à l'heure. Et après, on recherche les facteurs de risque dont je vous ai parlé. Donc un peu d'alimentation, on en parlera si vous voulez. Parfois le diabète, l'insulinorésistance, ça fait monter l'uricémie, le surpoids, les médicaments qu'il faut traquer. Donc les grands, c'est les diurétiques. Donc si vous avez une hypertension artérielle traitée par un diurétique, il faut discuter du changement de ce médicament avec le médecin traitant et en introduire un qui ne fait pas trop monter l'uricémie, c'est le cas des sartans en fait. Voilà. Donc il n'y a pas de goutte sans hyperuricémie et la bonne nouvelle c'est que quand on enlève cette hyperuricémie, quand on abaisse l'uricémie, on guérit la goutte, on fait disparaître la goutte. Donc voilà l'association entre les deux. Et toujours sur l'acide urique, est-ce que les lecteurs pour tester l'acide urique chez soi sont fiables? Alors la réponse normalement c'est oui. Et figurez-vous que, donc là je vais parler un petit peu du service, avec Aline, Clémence et puis des collègues, on ouvre tout doucement ce qu'on appelle la clinique de la goutte. Donc la clinique de la goutte, c'est un parcours de soins innovant, parce que ça va être le seul en France, dans lequel les patients qui ont la goutte vont avoir un diagnostic confirmé par de l'imagerie, donc le scanner double énergie qui voit les cristaux, puis on peut vous les montrer, l'échographie. Et c'est des patients qui vont recevoir de l'éducation thérapeutique dont on a déjà parlé avec Aline et Clémence. Et j'insiste vraiment énormément sur ce point parce que pas éduqué, maladie chronique, le traitement il est arrêté et puis on ne comprend plus rien, je fais de la crise, voilà. Donc ça, bien connaître sa maladie. Et puis, je vais vous dire, les Anglais, ils ont montré, alors ça reste entre nous, mais les Anglais, ils ont montré que des patients bien éduqués, par des infirmières qu'on appelle de coopération, ils sont mieux traités que les patients pris en charge par les médecins généralistes. Parce que le collègue généraliste, il ne peut pas tout savoir, il ne peut pas tout faire, il a 10 minutes par patient. Alors que nous, dans la clinique de la goutte, il y aura du temps pour vous écouter, faire de l'imagerie, etc.
Et donc, dès que le patient il arrive dans la clinique de la goutte, plutôt que de faire la prise de sang qu'on aura fait au début, bien sûr, eh ben, il aura l'uricémie au doigt, comme le diabète. Et on a des appareils ici, puis on va en racheter. Clic, petite goutte de sang, on met ça sur un lecteur et on a l'uricémie. Et ça, c'est l'infirmière qui va le faire. Et le patient, il va être vu par l'infirmière et qui aura voilà, une ordonnance toute faite et qui dira l'uricémie, elle n'est pas à l'acide, donc en dessous de 360. Donc monsieur, voilà l'ordonnance pour augmenter la posologie de votre allopurinol ou du fébuxostat. Et puis, on va vous suivre, on va suivre les patients très régulièrement en hôpital de jour avec, ou en consultation avec de l'échographie, tout ça. On va mettre en évidence la disparition des dépôts. Et en gros, on se donne 1 an et demi pour faire plus de crise, et puis 3-4 ans pour la disparition totale des dépôts. Il y a 3-4 ans, quand il n'y a plus de dépôts, on décide. On arrête le traitement ou on continue. Voilà. Donc ça, cette clinique de la goutte, on le fait adossé à l'éducation, à la recherche. Vous savez qu'on a un laboratoire INSERM dans le service qui fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, alors qu'il y a des cristaux, on déclenche la crise. Ça, c'est quand même un mystère. Alors on sait qu'on en parlera si vous voulez, c'est des variations de taille des cellules, des choses comme ça qui font que la crise s'enclenche. Et donc l'objectif pour vous, voilà, c'est vraiment la guérison totale, la rémission de la maladie. Au bout de quelques années, vous n'en entendez plus parler, et puis vous êtes tranquille. Et puis une fois qu'on n'a plus de cristal, bah, vous quittez le service. Alors là, les adieux sont déchirants, et puis vous repartez pour la prise en charge qu'on fait de manière coopérative avec le médecin traitant. Et puis vous êtes guéri complètement de la maladie. Donc c'est l'objectif de ce parcours de soins. Donc juste pour revenir sur les crises, donc tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, comment reconnaître une crise de goutte? Alors ça c'est un bon point, parce que c'est pas parce que vous avez la goutte et mal au genou ou au dos que c'est la goutte. D'accord ? Bon. Ça, c'est vrai. Donc on revient sur ça. La goutte, ça donne, je vous l'ai dit tout à l'heure, en quelques minutes, dans l'articulation, il y a plein de protéines de l'inflammation. Et on reste sur une définition simple de l'inflammation. C'est les signes cardinaux, c'est rougeur, chaleur, douleur. Donc c'est pas parce que vous avez une petite douleur au pied quand vous marchez que c'est la goutte. Donc la goutte, ça fait généralement un orteil très rouge, très chaud, très douloureux, et notamment la nuit. Donc au fur et à mesure où les gouttes, les accès se répètent, ça va changer de localisation. Donc au début, c'est souvent le gros orteil, après ça peut être le milieu du pied, après ça peut être la cheville, après ça peut être le genou. Est-ce qu'on peut avoir une crise dans les doigts? Voilà, alors on peut avoir une crise à la main, mais c'est le fait de vieilles gouttes, de patients qui ont déjà des tophus, donc il y a des cristaux sous la peau, et on débute, c'est exceptionnel de débuter la goutte par une crise à la main ou au poignet. Donc c'est pas parce que vous avez une inflammation dans la main que c'est la goutte. C'est pas parce que vous avez mal au genou que c'est la goutte. Et ça c'est important, parce que vous amusez pas à prendre la colchicine ou les anti-inflammatoires ou les corticoïdes pour mal au genou, pensant que c'est la goutte, etc. Donc si vous avez un doute, il faut vite voir, et nous on est ouvert sur ça justement dans le service, s'il y a une suspicion de crise, voilà, on échange par mail, ou vous nous appelez, ou vous venez dans le service, et puis on vous dit oui, c'est une crise ou pas. Plutôt que s'auto-médicamenter. Ah oui, absolument, absolument. Alors souvent, après, on apprend à reconnaître ces signes. Souvent, les gens disent qu'ils sentent un picotement qui monte. Voilà. Donc ça, après, l'expérience se fait. Mais il y a un point de vigilance sur j'ai mal, est-ce que c'est une crise de goutte ou pas. Mais généralement, vous le savez mieux que nous. Ouais, l'inflammation, en fait, vous la sentez effectivement par la rougeur, ça gonfle, ça lance, c'est très intense souvent. Exactement. Donc justement, tu parlais des traitements. Faut-il prendre de l'allopurinol en permanence, même pendant les crises? Donc alors, la réponse c'est oui. C'est pas qu'il faut le prendre en permanence, c'est qu'on débute ce traitement pour baisser l'uricémie, dissoudre les cristaux. Et le message de ce soir, un des messages, c'est que si vous faites une crise sous allopurinol, ça peut survenir. On a dit chez 10 à 20% des gens, ça survient. Ça veut dire qu'il y a encore des cristaux. Donc ça veut dire qu'il ne faut surtout pas l'arrêter, parce que si vous l'arrêtez, qu'il y a encore des cristaux, l'uricémie va remonter, ça va être très compliqué. D'où l'importance de l'éducation, d'accord? Et il y a l'esprit que si vous faites une crise sous allopurinol, on traite la crise en maintenant l'allopurinol surtout. Parce qu'en fait, soit l'uricémie a baissé, mais tous les cristaux n'ont pas été éliminés, c'est pour ça qu'il y a une crise, soit c'est qu'on n'a pas encore suffisamment abaissé l'uricémie, et c'est pour ça qu'il reste des cristaux. Absolument. Et donc comment on traite cette crise? Alors, comment on traite la crise? Il y a 3 molécules pour traiter les crises de goutte. Soit la colchicine. Alors là, il y a l'esprit que ce n'est pas parce que vous en prenez beaucoup que ça fera mieux. Donc, de petites doses de colchicine, il faut aussi bien que des grosses doses. Et puis, méfiez-vous, parce que des grosses doses de colchicine, c'est toxique. Et la toxicité de la colchicine,
elle s'exprime très vite, c'est j'ai mal au ventre et j'ai la diarrhée. Donc si vous avez j'ai mal au ventre ou la diarrhée, on diminue la posologie de la colchicine, vous diminuez le comprimé en 2, et puis si ça continue, vous l'arrêtez. Les alternatives, c'est les anti-inflammatoires, donc vous savez, il y en a long comme le bras, alors il faut être prudent, parce que les anti-inflammatoires, on ne peut pas les prendre quand on a le rein qui ne marche pas bien, quand on a déjà fait l'infarctus, etc. Donc ça, faut en parler avec le médecin traitant, le rhumatologue, ou les corticoïdes, qui marchent très bien, 30 mg par jour, 3 à 5 jours, de Cortencil par exemple. Et c'est vraiment un traitement quasiment de choix maintenant, chez les patients qui ne supportent pas bien la colchicine, ou chez qui on ne peut pas donner d'anti-inflammatoire. Mais attention, 3 à 5 jours, on ne reste pas avec les corticoïdes pendant, parce que là, on a tous les effets secondaires. Mais bon, bref, tout ça pour dire que dans l'immense majorité des cas, le traitement de la crise, c'est pas compliqué. Et on doit vous éduquer et vous prescrire les médicaments pour que vous les ayez sur vous. Ça, c'est vraiment important, hein. Dès que vous sentez venir la crise, vous traitez tout de suite votre crise parce que la précocité de la prise du médicament de la crise détermine son efficacité. Donc là, tu as répondu à une partie d'une question qui était que faire si j'ai trop de désagréments avec les traitements qu'on m'a donnés pour la goutte. Donc pour la colchicine, tu as répondu par rapport aux diarrhées. Il y a des alternatives. Il y a également le Colchimax qui est peut-être un petit peu mieux supporté. Oui, alors c'est un peu mieux supporté, mais l'idée c'est de l'éviter quand même parce que ça masque justement le signe de surdosage qu'est la diarrhée. D'accord. Donc c'est pour ça que généralement... Donc on reste sur une reste diminution sur la colchicine. et puis... Voilà. Et donc je vais vous donner un chiffre qu'il faut quand même mémoriser parce que vous devez être acteur de la maladie. Quand on traite la crise de goutte avec de la colchicine, on doit prendre un comprimé à 1 mg, on répète avec un demi-comprimé 1 heure après, stop. Donc et ça, vous répétez ça, 1,5 mg maximum par jour, et vous répétez ça plusieurs jours. D'accord. Mais on peut associer un comprimé de colchicine avec un comprimé d'anti-inflammatoire. Donc là, par exemple, quelqu'un demande, est-ce que le Voltaren est bon pour les crises de goutte? Alors, c'est bon. Ça marche très bien, d'accord, ça soulage. Donc on peut faire 1 mg de colchicine et puis 50 mg ou 75 mg de Voltaren. Mais ça, bon, je vous le dis comme ça, c'est quand même bien d'avoir l'ordonnance, de bien en discuter avec votre médecin généraliste ou votre rhumatologue. C'est vrai que c'est bien d'avoir anticipé et d'avoir sa prescription et même d'avoir sa boîte de médicaments des crises quand on est dans une période d'instabilité de la maladie, toujours sur soi pour pouvoir justement intervenir. Le message, c'est que si avec 1 mg de colchicine, vous n'êtes pas bien, ne montez pas à 2, 3, 4 mg. Là, vous ne ferez pas mieux en termes d'efficacité, puis vous allez vous exposer à des effets secondaires un peu sévères. Ça peut être grave, l'intoxication à la colchicine, il faut le savoir. Toujours par rapport, alors peut-être plus, tu as des questions sur les traitements hypouricémiants aussi, les traitements qui font baisser l'acide urique. Alors moi j'en ai, qui sont arrivés dans le chat. La première question, on y a déjà un petit peu répondu, mais la réponse n'était pas forcément claire pour tout le monde, c'est est-ce que si on a une hygiène de vie saine, alimentation équilibrée, on fait du sport, on boit beaucoup d'eau, ça va nous permettre d'avoir peut-être plus de chances d'arrêter l'allopurinol ou le traitement pour faire baisser l'acide urique? En pratique, vous n'allez pas être content, mais je vais vous dire non. Parce qu'on sait que l'impact des régimes, l'impact des modifications des habitudes alimentaires, il est très faible en fait sur l'uricémie. C'est la raison pour laquelle, dans l'immense majorité des cas, on est obligé d'introduire un traitement par allopurinol ou febuxostat. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir une alimentation saine et corriger certains petits excès. Mais ça, on le fera surtout au motif cardiovasculaire pour lequel on a vraiment montré que la modification des habitudes alimentaires, ça avait un impact sur les chiffres de tension artérielle, le risque d'infarctus, tout ça. Alors après, parfois, on a des patients qui sont complètement perdus et qui se mettent à manger 3 cerises et 2 tomates par jour. Mais il ne faut surtout pas faire ça. Il faut manger comme vous voulez, mais sans faire d'excès. Donc c'est des courbes en U, c'est-à-dire qu'il ne faut pas plus rien prendre ou trop prendre. Vous pouvez prendre un peu de vin, un peu de bière, mais très raisonnablement. Voilà. Alors le sport, c'est très bien. Les salades, c'est très bien, mais vous ne mettez surtout pas à éliminer tous les aliments riches en purine. Vous trouverez ça sur Internet, c'est une sottise son nom. Ils ont du mal à trouver, parce que les listes, ça part tellement dans n'importe quoi. Après, pour démêler le vrai du faux, c'est vraiment... C'est pour ça que il faut être raisonnable. Compliqué. Et puis, ne vous mettez pas dans des situations extrêmes avec l'alimentation. Il faut prendre un petit peu de viande, un petit peu de poisson. Le saumon, c'est très bon, mais il ne faut pas en manger tous les jours. La viande, il ne faut pas faire 200 grammes de viande rouge par jour. Vous savez que c'est associé à un petit risque de cancer du côlon. Donc, il faut prendre une fois par semaine une viande rouge ou tous les 10 jours. La viande blanche est très bien. Le saumon, très bon, une fois par semaine, une fois tous les 10 jours. Mais vous ne mettez pas au régime vegan. C'est vraiment des trucs... Non, mais pourquoi on vous dit ça? Parce que nous, ce qu'on voit maintenant en consultation, c'est des patients qui arrivent carencés. Alors, les gens qui ne prennent plus de viande rouge, ils ont des carences en fer.
se mettre végétarien pur et dur, ça fait la carence en plein de choses. Donc il faut limiter sa consommation de viande rouge, ça c'est sûr, limiter la consommation de poissons gras, de crustacés, ça c'est sûr, mais vous pouvez en prendre. Après, il s'agit de ne pas prendre de la viande rouge tous finalement, les c'est jours. revenir à ce que dit la diététicienne, aux recommandations d'équilibre alimentaire global, qui effectivement, quand vous regardez dans le détail, disent que la quantité de viande, c'est 100-200 grammes maximum par jour, et tout type de viande confondue, toute protéine confondue. Bien sûr. L'alcool, c'est pas un verre tous les jours, c'est moins de 5 jours par semaine, un verre maximum. Voilà, c'est la modération et la mesure, c'est l'hygiène. Et ne croyez pas que changer votre alimentation massivement du jour au lendemain va guérir la maladie. Ça, c'est faux. D'accord ? On le sait bien maintenant. Donc peut-être que ces efforts valmodédiciens ils vont peut-être permettre en revanche d'avoir une dose un peu plus faible d'allopurinol pour arriver à la cible. Bien sûr. Mais ça, vous le verrez, et ça les études l'ont bien montré, que chez des patients qui ont des excès alimentaires importants. D'accord ? Donc, en gros, on va détailler un petit peu maintenant si vous voulez, mais les médicaments dont on sait qu'ils exposent un risque de faire monter l'uricémie ou qui exposent un risque de goutte, c'est sur le plan des alcools. Ce sont tous les alcools forts et la bière, avec ou sans alcool. Le vin a très peu d'impact sur l'uricémie, mais encore une fois, je vais faire l'avocat du diable, c'est pas pour autant qu'il faut vous dire je peux boire du vin tous les jours. Non, parce que là vous tombez dans les excès associés à toutes les maladies que vous connaissez associées à l'alcool. Et sur les plans alimentaires purs et durs, ce sont toutes les viandes rouges, les poissons gras et les crustacés. D'accord ? Et les aliments riches en purine végétale n'augmentent pas le risque de faire la crise de goutte. Donc tout ce qui est petits pois, chiches, etc. On nous pose souvent la question. Et puis il faut se méfier aussi des sodas sucrés. Alors voilà, et j'allais finir avec, merci Aline, avec tous les sodas qui sont riches en sucre et en particulier en fructose. Donc c'est, vous les connaissez, les coca, patati patata. Voilà. Donc il faut être très prudent avec ça. Et puis si vous tombez dans les sodas sans sucre mais qui ont de l'aspartame, et vous tombez dans les autres maladies. Les risques liés à l'aspartame. Donc il faut boire de l'eau. Finalement, revenons. Boire de l'eau en majorité. Mais il faut le faire avec modération. Et quand on regarde, pour faire une diversion, l'étude qui a montré que l'aspartame, ça faisait le cancer, ça a été vu chez les patients qui prenaient 10 coca 0 par jour. Donc voilà. Donc si vous êtes raisonnable, tout est une question de mesure. Une canette de temps en temps, il n'y a pas de problème. Après, ce qui peut être compliqué pour certains, c'est par exemple les repas de Noël, de fête, les gros barbecues l'été, où parfois du coup il y a un petit peu d'alcool, un peu de viande, un peu de. Donc peut-être qu'un choix doit se faire et rester dans l'équilibre. C'est bien, une fois de temps en temps. Non, mais c'est vrai. Après, si vous avez la goutte, mais que vous êtes bien équilibré grâce à votre traitement, cet excès, il peut se passer bien. Bien sûr. Il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de staccanovisme, de régime alimentaire. C'est une folie totale. Et puis, entre nous, personne ne le suivra. Donc, c'est plus simple de dire aux gens d'être raisonnables que de se mettre dans des situations de stress et stressant. Quand on dit aux gens, puis c'est vrai que l'alimentation, elle a aussi cette dimension sociale, cette dimension aussi de plaisir gastronomique, etc. Et ça, il ne faut pas non plus négliger ça. Alors, ce qui est amusant, si on peut rester 2 minutes sur ça, c'est que il y a peut-être des aliments qui déclenchent des crises de goutte. Donc, on a vu les aliments qui faisaient monter l'uricémie, et on entend quand même en consultation régulièrement les merguez, les asperges, on entend ça. Donc en fait, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas bien. Mais ce qui est possible, en fait, c'est que quand on fait monter dans le sang après un repas riche en aliments gras, quand on fait monter dans le sang les acides gras libres, c'est sans doute un des facteurs qui déclenche les crises quand on a des cristaux. Donc ça, c'est intéressant. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter de manger des merguez, ce que je vais manger ce soir d'ailleurs. Mais il faut être raisonnable. Et puis si vous avez identifié les aliments qui déclenchent, vous allez avoir vous les avez mis en évidence et puis vous diminuez, vous les évitez le temps de la dissolution des cristaux. Et une fois qu'il n'y a plus de cristal, vous faites ce que vous voulez. Alors, on a aussi une question là sur si on a eu une crise, on a pris de la colchicine, est-ce qu'il faut continuer juste derrière la crise de prendre une petite dose pour empêcher de prochaines crises? À quel moment, en fait, on va pouvoir l'arrêter? Alors ça, c'est une bonne question. Si vous êtes sous traitement prophylactique par colchicine, c'est-à-dire on débute le traitement par allopurinol ou febuxostat, et on vous l'a dit, je vous le redis, on va vous donner pendant 6 mois une toute petite dose de colchicine.
Si vous êtes dans cette période de 6 mois et que vous faites une crise, vous traitez la crise, mais puis vous maintenez votre colchicine bien sûr, et puis vous maintenez surtout l'allopurinol ou le febuxostat. Faisant ça, je vous rappelle que c'est fait du bien au cœur et aux artères, la colchicine. Donc oui, si jamais vous êtes au-delà de cette période de 6 mois et que vous faites une crise, vous aurez votre traitement avec la colchicine, et puis une fois que la crise a défini, vous arrêtez la colchicine. Mais n'oubliez pas cette période de 6 mois qui est vraiment très importante à l'initiation du traitement pour diminuer l'uricémie. Ok, on passe sur une autre thématique. Donc, tu en as parlé un petit peu, les tophus. Ouais. Je voulais savoir si les boules qui poussent autour des articulations, donc je suppose que vous vouliez dire les tophus, disparaissent au bout d'un certain temps. Alors oui, et c'est pour ça que c'est une victoire pour vous quand vous êtes bien traité, quand vous avez amené l'uricémie en dessous de 360 ou 300. Alors, la remarque d'ailleurs importante à faire à ce niveau de la discussion, c'est que quand on a ces fameuses boules sous la peau, qui sont en fait des cristaux, qui sont en grande quantité qu'on peut palper, la cible, c'est plus 360, mais c'est un peu plus bas. C'est 300 parce qu'on sait que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une bonne corrélation entre l'importance de la diminution de l'uricémie et la vitesse de dissolution. Ça a du sens, c'est-à-dire que plus on diminue l'uricémie, plus ça va aller vite pour dissoudre. Donc, chez les patients qui ont ces tophus, donc ces petites boules sous la peau, la cible, c'est 300 micromolaires. Et puis, une fois qu'ils sont dissous, on peut lever un petit peu le pied et puis rester entre 300 et 360. Mais ça, la maladie qu'a des goûteuses, qui a déjà des tophus, méfiance, c'est une maladie qui est sévère, c'est une maladie qui est à risque cardiovasculaire. Donc là, il faut vraiment, vraiment consulter, voir votre rhumatologue ou votre médecin traitant très régulièrement. Et puis être bien suivi. C'est là, par exemple, pour nous, avec la clinique de la goutte, on est très utile parce qu'on vous surveille, on vous monitore, comme on dit, tous les 3 mois, tous les 6 mois, et on vous aide à dissoudre tout ça. Parce que seul, ça peut être compliqué. Ouais. Alors, je suis désolée, en fait, j'avais zappé quelques questions sur les traitements. On a beaucoup de questions. On revient sur les traitements. Par rapport à l'adénurique, quels sont les effets secondaires? Alors, les effets secondaires de l'adénurique, c'est comme l'allopurinol, on débute le traitement, on peut déclencher des crises. Alors, la difficulté qu'on a avec l'adénurique, c'est que les comprimés ne sont pas sécables. Mais dans le service, on vous fait un beau schéma en vous disant il faut prendre un demi-comprimé tous les 3 jours, etc. Le médicament, il est éliminé par le foie. Donc, on dit classiquement qu'il peut faire monter les enzymes du foie. C'est hyper rare. C'est vraiment très rare, mais on vous fait une petite surveillance biologique. Voilà. Parfois, comme l'allopurinol, il fait un peu mal au ventre, mais tout ça, c'est exceptionnel. Mais pour vous donner un ordre d'idée, les effets secondaires du traitement, donc les risques et les bénéfices, on est là. C'est-à-dire que la mauvaise tolérance de l'adénurique, c'est quand même très, très rare. On voit parfois, mais c'est très rare. Et puis, on a des alternatives. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et pour l'allopurinol? Alors, l'allopurinol, il y a un petit risque d'allergie, 3 à 5% des gens. Bon, ça gratte un peu, c'est rouge. Alors, il faut savoir que ça, c'est pas grave, mais si vous faites ça, il y a une contre-indication formelle à réintroduire le traitement. Parce que là, il y a un risque d'allergie un peu plus sévère. D'accord ? Donc, si vous avez fait une fois avec l'allopurinol une petite allergie cutanée, 3 à 5% des gens, vous amusez jamais à reprendre le traitement. Et ça, ces événements-là, ils sont plus fréquents dans les ethnies, je pense qu'on peut dire ça. C'est plus fréquent chez les patients d'Afrique noire et chez les patients asiatiques en Chine notamment et à Taïwan. Donc c'est la raison pour laquelle en consultation, souvent chez les patients d'Afrique noire ou les patients d'origine asiatique, on propose en première ligne de traitement l'adénurique, le febuxostat, qui ne lui donne pas cet événement-là allergique. Et quelqu'un demande comment on pourrait vérifier si les reins sont corrects pour prendre l'allopurinol. Alors c'est tout simple, c'est une prise de sang et on regarde ce qu'on appelle la créatinine ou la clairance de la créatinine. Alors retenez un deuxième chiffre. Voilà, quand la clairance elle est en dessous de 30, c'est très bas, ça veut dire que les reins ne marchent pas bien du tout. On recommande de ne pas mettre de l'allopurinol. Donc on va sur le febuxostat. Mais en dessous de 60, on fait l'allopurinol, mais on débute à une pathologie encore plus basse que quand la clairance est au-dessus de 60. On commence par 50 mg par jour. Et quand la clairance est au-dessus de 60, on commence à 100 mg par jour. Il faut dire que la goutte est souvent dans un contexte d'insuffisance rénale. Donc en fait, on est habitué à manier les traitements de la goutte en s'adaptant aussi à l'insuffisance rénale. Voilà. Et pour rebondir sur la remarque d'Aline, les deux grandes situations où la goutte devient vraiment compliquée à traiter, c'est chez le patient qui a été insuffisant rénal et qui est transplanté d'organes.
Alors les patients transplantés, ils ont souvent des gouttes terribles, et c'est là où c'est vraiment important d'aller dans un centre expert, parce que les patients, malheureusement, ils ont plein de médicaments, avec plein d'interactions médicamenteuses avec la colchicine, avec l'allopurinol. Donc là, on arrive sur une goutte qui, je pense, vraiment nécessite un avis de collègues qui connaissent bien. Voilà. Donc, D'experts. voilà, c'est vrai que j'ose pas dire le mot. Moi, je le dis, je bon, pense. voilà. Donc, dans les centres experts, voilà. Tu as d'autres questions sur Là, cette c'est thématique? bon pour moi. Alors Je te du coup, on repasse va la parole. peut-être passer sur lien entre gouttes et autres rhumatismes inflammatoires, et puis gouttes et autres traitements, parce que ça peut arriver, on n'a pas qu'une seule chose. Ouais. Donc l'acide urique peut-il contribuer à majorer un rhumatisme inflammatoire? Donc là, la personne a un rhumatisme psoriasique. Ou est-ce le rhumatisme inflammatoire qui peut majorer un taux d'acide Ah là urique? là, quelle belle question. Alors, non, c'est vraiment une question très importante. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, alors pourquoi? Déjà, on se pose la question, parce que vous, patients qui avez la goutte, bah, sans doute que beaucoup d'entre vous ont en plus plein de maladies, une constellation de ce qu'on appelle des comorbidités, donc d'autres maladies, donc le rein qui ne marche pas bien, ou le diabète, ou le surpoids, le cholestérol élevé, les triglycérides élevés, etc., etc. Et puis, il y a plein de collègues qui se sont dit, mais finalement, c'est l'hyperuricémie qui génère ces comorbidités. Et il y avait plein d'études qui suggéraient que voilà, quand on avait l'uricémie élevée, on était plus à risque d'avoir une élévation de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Voilà, donc d'avoir de la tension, les triglycérides élevés, etc. Et puis en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'en est rien. C'est des associations, mais ça ne veut pas dire que l'élévation de l'uricémie en soi va être directement responsable de toutes ces maladies-là. En revanche, ce qu'on sait, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure en tout début d'émission, que beaucoup de ces élévations-là génèrent directement l'élévation de l'uricémie. Et parmi elles, il y en a une qui vient d'être citée, c'est le psoriasis. On sait que le psoriasis, c'est un facteur de risque indépendant d'avoir l'uricémie élevée, parce qu'il y a, vous savez, le psoriasis, c'est lié au fait que les cellules se mettent à maturer trop vite. Elles vieillissent trop vite. Et donc le dernier stade du vieillissement, c'est de faire une grosse croûte blanche en fait. Et la peau normalement elle tombe tout le temps, mais on ne s'en rend pas compte. Et quand elle se met à vieillir très vite, on le voit, ça fait ces grosses plaques. Voilà. Et donc ça, c'est un facteur de risque d'élévation de l'uricémie. Donc, n'attendez pas du traitement hypouricémiant une amélioration de ces maladies. Mais quand je dis ça, c'est le traitement de l'hyperuricémie. On ne sait pas au jour d'aujourd'hui, c'est quand on traite les goutteux qui ont des cristaux partout, si on améliore ces maladies. Et il n'est pas exclu quand même qu'on diminue le risque de faire l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral. C'est la raison pour laquelle on vous dit cette maladie, il ne faut jamais la négliger. Et il faut vraiment la traiter. Et vous amusez pas à rester en vous disant bon, j'ai fait qu'une crise de goutte ou deux crises, Ça va passer. Bon, ça va passer, et puis le traitement, je ne vais pas le prendre. C'est l'image de l'iceberg de tout à l'heure. Vous avez des dépôts partout, et ça, je ne peux pas l'affirmer, mais on pense vraiment que ce n'est pas bon du tout pour les artères, le cerveau, les reins, etc. Donc il y a quand même voilà, des arguments pour penser que quand on a la goutte et des dépôts partout, quand on traite l'hyperuricémie, on améliore ou on diminue le risque de faire des complications de ces maladies. Donc ne négligez jamais votre maladie. C'est vraiment le grand message d'aujourd'hui. Merci. Voilà. Et donc j'ai une autre question sur les traitements associés, notamment les biothérapies. Ouais. Les biothérapies peuvent-elles augmenter un taux d'acide urique et d'autres médicaments peuvent-ils modifier le taux d'acide urique? Alors les biothérapies, la réponse est non. La biothérapie, elles peuvent d'ailleurs pour certaines d'entre elles traiter l'inflammation. Je vous rappelle que l'inflammation dans la goutte, elle est très liée à une protéine de l'inflammation qu'on appelle l'interleukine 1. Et on a chez des patients chez qui on ne peut pas donner la colchicine, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, la possibilité de les traiter avec un inhibiteur de l'IL1. Mais ça se fait qu'à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des médicaments qui font monter l'uricémie? On l'a dit tout à l'heure. Oui, la grande classe qui va faire monter l'uricémie, c'est les diurétiques. Et les diurétiques, ils sont donnés quand on a l'hypertension artérielle ou quand on a le cœur qui se contracte difficilement. Donc ça, c'est un grand pourvoyeur d'hyperuricémie. Et c'est la raison pour laquelle, chez le transplanté rénal, le transplanté cardiaque, ils reçoivent beaucoup de diurétiques. On voit des gouttes qui sont terribles. Et puis l'autre médicament qui fait monter un peu l'uricémie, c'est l'aspirine à petite dose. Mais là, vous amusez pas à l'arrêter en vous disant je vais refaire baisser mon uricémie, parce que l'aspirine à petite dose, c'est quand même le grand médicament quand on a fait l'angine de poitrine ou l'infarctus. Donc lui, il est très utile. Et puis, de toute manière, quand on débute, nous, l'allopurinol ou le febuxostat, c'est plus un sujet. Donc voilà. Mais le grand qui fait monter, c'est les diurétiques.
Si le taux d'acide urique est élevé mais sans crise de goutte, doit-on anticiper et ou envisager un traitement? Ouais, très bonne remarque. Alors au jour d'aujourd'hui, quand on n'a jamais fait de crise de goutte, les médicaments que j'ai cités à plusieurs reprises, l'allopurinol ou l'adénurique, n'ont pas le droit d'être utilisés pour abaisser l'uricémie. Mais j'ai un conseil à vous donner. Si vous avez l'uricémie très élevée et que vous avancez en âge, 30, 40 ans, 50 ans, c'est bien de faire une petite échographie des pieds pour voir s'il y a des dépôts ou pas. Et c'est là où l'alimentation peut jouer. C'est là où on peut vous dire, attention, si vous prenez on sait qu'on va diminuer un petit peu l'uricémie en vous disant arrêtez de prendre de la viande tous les jours, etc. Et c'est là où la prise en charge non pharmacologique prend toute son importance. Faire du sport, voilà, un café de temps en temps, certains laitages, modifier l'alimentation. C'est là où vous voyez, toute cette prise en charge diététique peut être importante. L'examen, je peux le faire en ville ou... Alors l'examen, il est recommandé de le faire quand même dans les centres experts, parce que c'est, voilà, l'échographie, pour mettre en évidence les cristaux, voilà, c'est quand même, ça reste quand même entre les mains de collègues qui ont l'habitude de cette affaire, quoi. Mais il y a l'esprit qu'on ne traite pas une hyperuricémie isolée. Prévalence, bon, on ne l'a pas dit, mais prévalence de la goutte, en France, chez l'homme de plus de 40 ans, 3%. Donc c'est vraiment fréquent. Prévalence de l'hyperuricémie, on est à 20-25%. Donc, ce n'est pas parce que vous avez l'uricémie élevée qu'on doit la traiter s'il n'y a pas de crise de goutte. En revanche, vous devez vous interroger sur les raisons pour lesquelles l'uricémie est élevée. Et ça, c'est un truc qu'il faut discuter avec son médecin. Alors, une question. Si on a un rhumatisme psoriasique ou d'autres maladies associées à la goutte, est-ce qu'on doit faire du coup une prise de sang pour l'uricémie si on n'a jamais fait de crise? Très bonne idée. Donc, on peut faire la prise de sang. Oui, l'uricémie, très bien de la doser. Et puis, parce que si elle est élevée, vous savez que... voilà, c'est le facteur de risque de faire la goutte. Ça ne veut pas dire que vous la ferez, mais c'est le facteur de risque qui fait que vous allez avoir des cristaux, vous en avez peut-être déjà, symptomatiques ou pas. Et dans ces cas-là, il faut discuter avec le médecin traitant, de l'imagerie, etc., etc. Donc on demande à son médecin traitant une uricémie, Et une autre question, c'est si on veut du coup traiter son taux élevé d'acide urique dans la prise de sang, comment on va savoir quelle dose d'allopurinol est la bonne? C'est simple, c'est la dose qui va amener l'uricémie en dessous de 360. Donc on va commencer le traitement, vérifier le taux d'acide urique régulièrement et voir à quel moment on a un taux qui descend en dessous de 360. Donc typiquement, pour vous donner un ordre d'idée, on débute à la petite posologie dont j'ai parlé tout à l'heure, donc 50 ou 100 mg selon la fonction rénale, et on augmente d'un comprimé supplémentaire à 100 mg tous les mois. Et puis quand vous êtes vers 300 mg, on refait la prise de sang. Et puis si votre uricémie elle est en dessous de 360, on vous dit félicitations, vous êtes observant, vous allez guérir si vous maintenez le traitement. Et puis si l'uricémie n'est pas ce qu'on appelle à la cible, donc en dessous de 360, on rajoute un comprimé à 100 mg, etc. Et puis on peut monter l'allopurinol jusqu'à 600, 700, 800 mg, ce qui est rarement le cas quand même. Du coup, à partir du moment où on est sous le seuil, on reste à cette posologie, on ne la diminuera pas, on reste à cette posologie-là. Et on fait un petit contrôle de temps en temps pour vérifier que c'est toujours bon. Tous les 6 mois. Et vous guérissez. Voilà, et on ne fait plus de crise. Et nous, on est satisfaits parce qu'on vous a aidé. Voilà. Et puis vous reprenez une vie. Vous êtes ravis. Sans crise. Tu disais au début, c'est que la douleur de la crise est tellement... qui, pour le médecin, est aussi très satisfaisant parce qu'on sait qu'on va se prendre en main avec le patient, main dans la main, on va avancer et on va réussir. Mais en plus, parce que... Et c'est d'autant plus satisfaisant que, vous le savez mieux que nous, mais ce qu'on entend en consultation, c'est que c'est une expérience qui est traumatisante pour certains patients. Et moi, j'ai vu plein de jeunes patients qui étaient en plein décrochage social parce qu'ils n'osaient plus sortir de chez vous, ils n'osaient plus aller à une soirée, etc., de peur d'avoir des crises au moment de la soirée ou en pleine nuit. Donc c'est pour ça que je vous dis, cette maladie-là, il ne faut vraiment pas la négliger. Et puis... c'est tellement idiot dans la mesure où nous, nous, le médecin traitant, le généraliste, qui vous voulez, mais vraiment, c'est une maladie qu'on doit guérir dans 99% des cas. Donc, la négligez pas, et l'impact social de la goutte, il est énorme. Parce qu'en plus, comme ce n'est pas une maladie qui est présente tous les jours, elle génère une anxiété terrible, parce que le patient, il se dit, mais quand est-ce que je vais avoir ma crise ? Est-ce que ça va être au moment du mariage de ma fille, de mon fils, mon mariage, soirée Tinder, je ne sais pas voyage, quoi. Est-ce que je vais avoir une crise au restaurant Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que... mais gardez le sourire.
On va vous guérir définitivement. Non, puis c'est encore vu par certains comme une maladie des personnes qui ne sont pas Ouais, ça, raisonnables, c'est une qui abusent, idiotie totale. qui vivent Maladie des mal. Idiotie totale, Ouais. ouais. Une petite question, c'est pour savoir si on veut faire une prise de sang pour son taux d'acide urique. Oui, n'importe quel médecin est habilité à Bien la sûr, prescrire. bien Il n'y sûr, a pas bien de sûr. limite particulière. Juste, on en profite, on a parlé tout au long de cette émission des groupes d'éducation thérapeutique qui sont proposés ici à l'hôpital Lariboisière pour les personnes qui ont la goutte. Ils sont ouverts à tous, donc vous pouvez nous envoyer des messages pour y participer. Et vous trouverez aussi sur la chaîne une petite vidéo qui présente le programme avec des témoignages de patients qui ont participé. Ça vous montre un petit peu comment ça se déroule. Donc voilà, toute personne Voilà. vivant avec la goutte, en présentiel donc à l'hôpital Lariboisière, où on a certaines matinées Parlons Goutte qui se font également en visioconférence pour ceux qui sont plus loin, et donc des thématiques pour bien connaître donc encore mieux cette maladie, les traitements de crise, de fond, l'alimentation, et puis justement comment gérer tous les aléas de la vie, que ce soit partir en week-end, fêter un événement, voilà, comment on fait, à quoi il faut penser, etc. Et puis vous pouvez poser toutes vos questions à médecins, infirmières, pharmaciens, diététiciennes, tout ça dans cette même matinée, rencontrer d'autres patients qui vivent avec la goutte et vous aider, vous entraider en parlant, en échangeant durant cette matinée qui est donc très riche en informations et en puis savoir. nous, le retour dans le service qu'on a, parce que les séances se font dans le service, il est extraordinaire de la part des patients. Et c'est pour ça que je vous remercie encore, Aline et Clémence, parce qu'un patient qui connaît sa maladie, pour le soignant, c'est déjà très rassurant. Parce que vous êtes rassuré sur le fait qu'il n'y aura pas de bêtises, de problèmes avec les médicaments. Et puis, je vais vous dire un truc, en consultation, il n'y a rien de plus satisfaisant qu'on pose toujours la même question. Bonjour, comment ça va ? Et bien, quand vous avez un patient qui vous dit « je vais mieux » et puis qu'au fur et à mesure des consultations, il vous dit « je vais bien », voilà, c'est un sentiment d'avoir fait du bon travail. Et le bon travail, on ne le fait pas seul en consultation. On le fait en équipe. Et c'est pour ça que l'équipe de l'ETP que vous avez là ce soir, elle est tellement utile. Et puis nous, le retour qu'on a des patients, c'est que « ah oui, j'ai mieux compris, je sais ce qu'il faut faire ». Parce que nous, vous savez, quand on voit les patients toutes les 10 minutes, 15 minutes, on ne peut pas tout vous expliquer. Et puis parfois, moi je me surprends sans doute à ne pas être clair, parce que le patient me dit « ah oui, mais vous m'avez dit ça, j'ai pas compris ». Parfois on ne se comprend pas. Bon, mais ça arrive. Parfois les médecins utilisent des Oui, mots puis compliqués. parfois au moment de la consultation, on est déjà un petit peu sous le choc de l'explication, il va falloir que je prenne un médicament, etc. Et puis en plus, il faut enregistrer toutes les infos, c'est difficile. Donc prendre un petit peu plus de temps, ça aide aussi à mieux assimiler tout ça. Eh bien, merci sur ces belles paroles. Je crois qu'on va clôturer cette émission. Merci pour toutes vos questions. C'était sympa d'avoir des questions en direct pour interagir avec vous. C'est vraiment notre souci de rester une émission qui part d'abord de vos questions et on essaye de les poser vraiment le plus fidèlement avec vos mots pour, j'espère, vous donner des réponses claires. Vous avez un questionnaire de satisfaction juste en dessous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Prenez le temps de cliquer, ça prend 5 minutes. Comme ça, nous, on s'améliore toujours et encore pour ça répondre au plus près de vos attentes et vos besoins. Et on se retrouve quand ? On se retrouve avant la fin de l'année, c'est sûr. On a déjà une thématique qui portera sur la chirurgie orthopédique, notamment les prothèses de genoux, avec l'équipe d'orthopédie de Lariboisière qui propose des techniques et des organisations innovantes, puisqu'on peut faire sa prothèse sans dormir une seule nuit à l'hôpital. Et donc, on va essayer de vous organiser une belle émission avec l'infirmière coordinatrice, avec le chirurgien et peut-être aussi d'autres invités pour vraiment vous raconter tout ce parcours des personnes qui peuvent faire leur prothèse de genou sans dormir à l'hôpital. Aline, on peut rajouter qu'en parlant de parcours, si les patients veulent venir dans le parcours de soins de l'hôpital, du service, il faut envoyer un mail à lacliniquedelagoutte, tout attaché, lacliniquedelagoutte, @aphp.fr et puis ça vous permet de rentrer dans le parcours de soins et puis de vous aider pour votre maladie. Ouais, super. Eh bien, rejoignez-nous si vous avez besoin d'être accompagné pour cette maladie. On sera ravis de vous accueillir dans le service et de vous faire bénéficier de l'expérience qu'on a pour soigner votre goutte. Et on se dit à bientôt. Merci la date Pascal. vous sera communiquée prochainement. À bientôt. Je vous tiens au courant pour la prochaine émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir.